Donc c'est parti. Voilà, et donc j'accueille Yves Schex. Je te laisse te présenter, Yves. Oui, donc je suis neuropédiatre, pour ceux qui me connaissent, à l'hôpital des enfants de Toulouse depuis de nombreuses années. Je travaille à l'INSERM, qui est une unité qui s'intéresse plus particulièrement aux bases cérébrales dans les pathologies diverses et variées, et moi plus particulièrement dans les troubles du neurodéveloppement. J'ai travaillé. J'ai été responsable du centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Maintenant, je m'en suis un petit peu plus, on va dire, éloigné en termes de responsabilité parce que j'ai notamment accédé à des fonctions de coordination d'unités d'accueil pédiatrique enfance en danger qui m'occupent aussi maintenant pas mal. Et donc, je vais vous présenter un sujet qui, à mon sens, mérite d'être entendu, mais enfin, c'est vous qui me le direz, mais en tout cas, j'en suis convaincu. C'est le fait que les neurosciences se soient, ces dernières années, intéressées à la problématique de la pauvreté et de ses conséquences sur le développement cérébral. Alors, c'est quelque chose qui est finalement assez récent en termes de temporalité. Vous avez en haut à droite de la diapositive le nombre de publications dans l'article de Madame Farah, qui est une neuroscientifique de Pennsylvanie aux États-Unis, qui est une grande spécialiste de ce sujet, qui avait fait une sorte de revue et repris le nombre de publications en 2018, précédant donc sa publication. Et vous voyez qu'en fait, on commence vraiment à s'y intéresser qu'à partir des années 2000 et plus particulièrement à partir des années 2010. Donc finalement, c'est une discipline qui est assez récente. En tout cas, ce sujet scientifique est apparu de façon assez récente, et notamment parce qu'il y a eu des freins. Il y a eu des freins parce que il y avait une inquiétude. On a qualifié les premières études d'irresponsables, finalement de vouloir stigmatiser les pauvres, alors qu'en réalité, l'objet de ces travaux était plus de comprendre l'impact de la pauvreté sur le développement cérébral. Donc aujourd'hui, je dirais, il y a un plus grand nombre d'études parce que tout le monde a bien compris l'intérêt de se pencher sur cette question. Donc je vais essayer au travers de mon exposé de vous en convaincre, c'est-à-dire que la pauvreté est un facteur qui est maintenant reconnu comme pouvant influencer le développement cérébral. Donc si je dis développement cérébral, ça nécessite de faire 2 diapositives d'introduction sur le développement cérébral. Alors sans doute des choses que vous connaissez, mais que je vous présente à ma façon. Le développement cérébral, il dépend de plusieurs facteurs, dont les 2 principaux sont les facteurs génétiques, donc ça c'est plutôt la nature, la loi de la nature, et ça va au niveau cérébral impacter ce qu'on appelle la maturation cérébrale. C'est le fait que tous les individus sur Terre aient un cerveau, en tout cas les humains, constitué à peu près de la même, qui a une organisation qui se ressemble, et ça c'est évidemment un facteur, c'est le facteur génétique qui est à l'origine de cela. Mais bien sûr, on est tous des individus différents les uns des autres, parce qu'on est influencé par un environnement qui est différent d'un individu à l'autre. Notre culture est différente. Et donc ça, au niveau cérébral, c'est la plasticité cérébrale. C'est-à-dire finalement comment le cerveau est sculpté, quelles sont les variations qu'on va amener dans cette architecture commune de base déterminée par les gènes, par le biais de l'environnement. Et l'environnement, il peut agir directement finalement sur la structure cérébrale. Par exemple, certains environnements toxiques vont avoir des effets délétères sur des cellules cérébrales et vont impacter notre fonctionnement cérébral. C'est l'effet direct. Parfois, c'est des facteurs environnementaux qui vont agir uniquement avec quand certaines variations génétiques sont présentes. Donc c'est ce qu'on appelle l'interaction gène-environnement. Et puis l'environnement, il peut modifier notamment la régulation hormonale, l'homéostasie hormonale. Et c'est ce qu'on a compris depuis qu'on s'intéresse aux effets des perturbateurs endocriniens. C'est des facteurs de l'environnement qui modifient finalement l'homéostasie hormonale, en particulier thyroïdienne par exemple, et qui va ensuite influencer le développement cérébral.
Et enfin, vous avez tous et toutes entendu parler de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est comment l'environnement va modifier l'expression d'un gène. Elle ne va pas modifier sa structure du gène. Le programme génétique ne va pas être modifié, mais c'est l'expression du gène qui va être régulée, un petit peu comme un thermostat de température. On va le mettre plus ou moins fort selon, selon le facteur environnemental. Donc ça, vous voyez, c'est la complexité du développement cérébral. Il est dépendant de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux, et il est dépendant aussi d'une contrainte temporelle. Cette contrainte temporelle, qui apparaît sur cette diapositive, est très importante parce qu'elle introduit la notion de période critique. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau est plus ou moins plastique dans des fenêtres de temps. Il est plus plastique chez l'enfant par rapport à l'adulte, bien qu'il reste modifiable aussi chez l'adulte. C'est pour ça qu'on fait de la rééducation chez les adultes, parce qu'on sait qu'on peut avoir un impact, mais peut-être que cet impact, il est moins fort en période infantile. Et puis, ces périodes critiques, elles sont variables selon la fonction sensorimotrice et cognitive concernée. On sait que, par exemple, la période critique pour la vision et l'audition est plus précoce que la période critique pour le développement du langage ou de la motricité, qui est encore plus précoce que la période critique pour le développement de fonctions cognitives, on va dire supérieures, comme par exemple les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives ont une fenêtre temporelle, une période critique beaucoup plus longue, beaucoup plus étendue que la période critique du langage. Et donc, vous avez les trois contraintes, finalement, génétiques, génétiques, environnementales et temporelles, qui sont les principales contraintes du développement cérébral que vous devez avoir en tête. Alors, une fois qu'on a fait cette introduction sur le développement cérébral, pour qu'on parle tous de la même chose, ensuite, on peut aborder la question de la pauvreté. Alors, parce que c'est le sujet, comment le développement cérébral est impacté par la pauvreté. Donc déjà, c'est comment on définit la pauvreté. Généralement, la pauvreté, elle est abordée sur la question monétaire. On parle de pauvreté monétaire. Elle n'est pas forcément abordée de la même façon selon les pays. Et pour faire simple, il y a une notion de pauvreté absolue qui est finalement utilisée notamment par nos collègues américains, qui est de dire quelle est la somme avec laquelle on peut vivre par jour. Donc par exemple, j'ai regardé en 2024, on considère qu'une personne qui reçoit moins de 15 € par jour pour vivre est une personne considérée comme pauvre. Et puis, il y a ce qu'on appelle la pauvreté relative, qui est celle qui a été choisie par la communauté européenne, dont la France, et qui va avoir tendance à situer la personne en situation de pauvreté par rapport à un revenu médian. Donc, on définit le revenu médian comme le revenu que touche au-dessus 50% de la population, en dessous 50% de la population. Donc, il est aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est faux parce que j'ai mis les chiffres de 2021, j'ai regardé les chiffres de 2024, là, juste avant le webinaire, c'est 1220 €. En gros, en 2021, c'était 1900 pardon, c'est 2100 € et en 2021, le revenu médian était de 1930 €. Et on considère qu'une personne est pauvre en Europe et en France comme si elle touche moins de 60% de ce revenu. Donc, ce qui correspond à 1158 € par mois. Dans certaines études, on a pris le seuil de 50%. Donc, si on regarde la France plus précisément, on se rend compte que ça correspond à 9,1 millions de personnes en 2021 par rapport à ces chiffres qui sont en dessous de ce revenu médian, qui donc sont considérés comme étant en situation de pauvreté monétaire. Ça représente 14,5% de la population. Et en réalité, ce chiffre, il n'a pas bougé depuis 2010. Donc, malgré nos différentes politiques, le pourcentage de personnes en situation de pauvreté monétaire en France est toujours le même. Alors la France, elle se situe par rapport à l'Europe, à la médiane de l'Europe. Là, vous avez la barre horizontale rouge qui est à 17% de la population européenne, et la France est donc à 14,5%. Donc elle est plutôt dans la bonne partie, au-dessus de la moyenne européenne, mais malgré tout, elle n'est pas dans le trio de tête.
Si on regarde dans le monde, la carte de 2017, là c'est une carte que j'avais pris quand j'avais organisé j'avais fait une conférence sur la pauvreté en 2017. On voit que les pays les plus pauvres, donc qui sont vers le rouge foncé ou le noir, se situent de manière prédominante en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique centrale et en Asie. On a des pays qui on n'a pas de données, donc c'est simple, on ne sait pas. Si on se intéresse maintenant un petit peu plus à l'enfant, toujours avec cette notion de pauvreté monétaire, donc ça va être l'enfant qui vit avec une personne qui est en situation de pauvreté, ben, c'est un enfant sur 5 aux États-Unis, un enfant sur 5 en France, selon les sources auxquelles on se réfère. Ça représente 16 millions d'enfants aux États-Unis et 3 millions d'enfants en France. Vous voyez que ce n'est pas une problématique négligeable. Alors, on peut aller plus loin dans ces chiffres, parce qu'on peut s'intéresser aussi là à la pauvreté. Là, cette diapositive, la source, c'est une association qui est Oxfam, qui donne ces chiffres. Vous pouvez les trouver sur le net, il n'y a pas de souci. Et on retrouve un peu la même carte que je vous ai montrée, mais là, elle s'intéresse à la pauvreté extrême. C'est-à-dire la pauvreté extrême, c'est les personnes qui vivent avec moins de 2,15 $ par jour pour pouvoir vivre. Ça représente 700 millions de personnes, et vous voyez que c'est bien l'Afrique, l'Amérique, Centrale Amérique du Sud et l'Asie qui sont le plus concernés. Donc la pauvreté, elle est inégalitaire, elle ne concerne pas les pays de la même façon. Donc il y a une source d'inégalité et d'injustice importante. Et d'autre part, vous voyez qu'elle est inégalitaire, elle est sexiste, parce que ça concerne plus souvent les femmes que les hommes. Et ça concerne effectivement beaucoup d'enfants, parce que quand on regarde avec d'autres indicateurs, parce que j'ai parlé de pauvreté monétaire, mais il y a d'autres dimensions à la pauvreté. Il y a la dimension matérielle, avoir accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité. Donc on peut construire des indices en prenant en compte ces aspects multidimensionnels, et on va avoir à peu près les mêmes choses. On va se rendre compte qu'une personne sur 5 est en situation de pauvreté multidimensionnelle, et ça représente 644 millions d'enfants dans le monde. 35% des enfants sont concernés par la pauvreté. Remarquez qu'en France, on a une autre source d'inégalité, c'est la métropole par rapport au dom-tom. Hein, et que les pays, les îles, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, que vous connaissez bien, Mayotte, sont plus particulièrement touchés par la pauvreté, puisqu'on arrive à 24%, alors qu'en France, je vous dis 14,5%. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous avez compris ce que c'était la pauvreté, vous avez compris ce que c'était l'importance du phénomène de la pauvreté dans le monde, les inégalités qui existent. Et donc les neurosciences ont essayé de se pencher sur cette problématique et se sont dit il faut des variables objectives pour pouvoir éventuellement chercher des liens entre pauvreté et fonctionnement cérébral, neuropsychologie. Comment va-t-on procéder? Alors très vite, évidemment, on s'est basé surtout sur les dimensions que je vais évoquer, monétaires et matérielles, et on a mis l'évaluation du niveau socio-économique et sans doute la dimension objective qui pourrait être utilisée dans nos études. Et c'est ce qu'ont fait donc les chercheurs qui se sont penchés sur ce type d'études, c'est-à-dire qui tiennent compte, selon les pays, parce qu'on ne peut pas faire la même chose selon les pays, des revenus. En France, on n'a pas le droit, par exemple, de demander à des parents combien ils touchent par mois, donc ce n'est pas une dimension que l'on prend en compte, mais le niveau d'éducation des parents, il est accessible, l'emploi des parents, il est accessible, éventuellement le lieu d'habitation, il est accessible. Et donc avec ça, on peut avoir un indicateur qui est le niveau socio-économique, qui est celui qui est le plus souvent utilisé dans les études qui s'intéressent pauvreté, neurosciences ou pauvreté, développement cérébral. Alors, le prix Nobel d'économie, Amartya Sen, a précisé que la pauvreté, il y avait aussi une dimension plus subjective, psychologique, parce que la pauvreté, c'est aussi pas tellement parce qu'on possède, mais parce qu'on ne peut pas faire finalement, ce qu'on ne peut pas devenir. Et cette dimension-là, il y a des chercheurs qui ont essayé de mettre au point des échelles pour la prendre en compte aussi dans les études. Et je vais vous avouer que dans les différentes études que j'ai regardées, que je vous cite en exemple dans l'exposé de ce soir,
il y a finalement peu d'études qui ont utilisé ces échelles qui évaluent cette dimension. Mais pourtant, des spécialistes de la pauvreté, des prix Nobel d'économie nous disent qu'il faudrait aussi prendre en compte cette dimension, si on veut vraiment, je dirais, appréhender la totalité du problème. Voilà. C'est pour vous montrer les limites de ce que je vous présente aujourd'hui. C'est essentiellement basé sur des dimensions objectives de la pauvreté, essentiellement basé sur la pauvreté finalement, le niveau socio-économique, et évidemment on a conscience que c'est parfaitement imparfait. Mais néanmoins, malgré cette imperfection, et la science a vocation à progresser et à améliorer ces choses-là, bien sûr, mais malgré ces limites, on a un certain nombre de données qui viennent confirmer que la pauvreté a un impact sur le développement. Et quand je dis développement, c'est développement cérébral et développement et ses conséquences, c'est-à-dire conséquences sur le plan académique, sur le plan intellectuel, sur le plan régulation des comportements et des émotions. Et ça, dans la littérature, il y a beaucoup d'études qui ont montré des liens entre niveau socio-économique et retard de développement, niveau socio-économique et évaluation académique, niveau socio-économique et évaluation intellectuelle. Je vous en cite deux pour l'exemple de l'évaluation intellectuelle. Une ancienne, 99, ça date, mais qui est intéressante. Elle s'intéresse à une population particulière qui sont des enfants qui ont été négligés et adoptés. Donc des enfants en situation qu'on pourrait qualifier de danger, de maltraitance. La négligence est une forme de maltraitance, une des formes d'ailleurs les plus graves à cause de cela, pour lesquels on sait qu'il y a eu une adoption, et l'adoption s'est à peu près produite après un placement à peu près au même âge, parce qu'on sait que l'âge d'adoption dans ces situations joue un rôle important. Donc pour contrôler cette variable, on a pris le cas d'enfants qui étaient adoptés à peu près au même âge, entre 4 et 6 ans. Ils avaient un même niveau de quotient intellectuel au départ, et on a regardé le gain de leur QI au cours du développement en fonction du niveau socio-économique de la famille adoptive, de la famille qui les a adoptés, qui les a accueillis. Et on constate que ce gain, il y a 12 points de différence selon si vous êtes adopté par une famille à haut niveau socio-économique. Les enfants gagnaient 19,5 points de QI, que si vous êtes adopté par une famille de plus bas niveau socio-économique. Les enfants gagnaient 7,7 points de QI. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Une deuxième façon, c'est de suivre longitudinalement une population bien standardisée. Là, ils ont pris une étude longitudinale très importante qui suivent 7000 paires de jumeaux, une très large cohorte de jumeaux, enfin des paires de jumeaux. Il y a plus de 3000 jumeaux, plus de 7000 enfants qui ont été suivis longitudinalement de l'âge de 2 ans à l'âge de 16 ans, avec des évaluations régulières de leur niveau de développement quand ils sont petits, puis de quotient intellectuel lorsque ça a été possible d'évaluer le quotient intellectuel. Et on constate qu'à 16 ans, à l'âge de 16 ans, il y a 15 points de différence qui sont expliqués par le niveau socio-économique des familles. Donc selon si on évolue dans une famille de haut niveau socio-économique par rapport à une famille de plus bas niveau socio-économique, les enfants se retrouvent avec 15 points de différence au niveau de leur quotient intellectuel. Sur les apprentissages, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si on s'intéresse plus spécifiquement aux apprentissages, c'est-à-dire lecture, mathématiques et écriture, et qu'on les regarde en fonction du niveau d'income, ça veut dire de revenus familiaux, on constate qu'en fonction, donc ça c'est un des indicateurs du NSE utilisé dans les études anglo-saxonnes, pas utilisé en France, on constate qu'il y a une corrélation positive entre le niveau d'apprentissage, enfin le niveau des capacités d'apprentissage et le niveau de revenus. Donc ça, c'est toujours l'article que j'avais cité en premier de l'équipe de Pennsylvanie, qui a été un petit peu les précurseurs de ce type d'études. Donc notre problématique ce soir, finalement, c'est de dire, il y a la pauvreté que j'ai définie, il y a le développement cérébral avec son retentissement sur les apprentissages et le quotient intellectuel, et finalement, c'est de comprendre quels sont, donc c'est pour ça que c'est caché là un petit peu, quels sont aux différents niveaux d'explication, quelles sont les explications pour expliquer on va dire, cette causalité, en tout cas ce lien, cette ligne là que je vous mets et qui est cachée pour l'instant entre pauvreté et apprentissage ou développement.
d'accord? Pour des personnes comme vous qui s'intéressaient énormément aux troubles du neurodéveloppement et aux apprentissages. Alors, si on se place au niveau cognitif, donc là, je fais un focus sur le premier niveau, le niveau cognitif. Niveau cognitif, ça veut dire sur les fonctions mentales supérieures. On peut schématiquement dire, voilà les grandes fonctions que sous-tend le cerveau. Le cerveau sous-tend le langage, notamment les régions frontotemporales. Le cerveau sous-tend, en tout cas l'hémisphère gauche, sous-tend les fonctions exécutives avec les régions préfrontales. Il sous-tend les fonctions de mémoire et notamment les régions temporales. Il sous-tend les régions de la cognition spatiale, c'est notamment le rôle des lobes pariétaux, et la cognition visuelle, les lobes occipitaux. Et la question de recherche au départ qui était posée, c'était est-ce que finalement l'impact du niveau socio-économique, donc en d'autres termes de la pauvreté, est le même sur toutes les fonctions? Et là, la réponse, elle est clairement non, puisque c'est surtout les fonctions linguistiques. Donc là, par exemple, vous avez en bas de la diapositive avec les droites de corrélation, une corrélation positive entre langage et niveau socio-économique. Donc en gros, au plus je suis dans une famille de niveau socio-économique élevé, au meilleur est mon niveau de langage. Et vous avez deux autres corrélations qui sont mises en évidence dans ces études, qui sont retrouvées. Les capacités d'inhibition, de résolution de choses conflictuelles, donc c'est les capacités d'inhibition, de conflits, et deuxième chose, la mémoire de travail. Donc vous avez en fait ce qu'on appelle des marqueurs, enfin des sous-fonctions exécutives qui sont très dépendantes aussi du niveau socio-économique. Donc le message, c'est que langage et fonctions exécutives sont plus impactés par le niveau socio-économique que ne le sont les autres, en tout cas à partir de ces travaux, que ne le sont les autres fonctions. Vous avez sur la partie droite de la diapositive pour moi, vous avez par exemple ici, si on va plus précisément dans le langage, des courbes qui sont assez connues, que vous retrouvez dans les manuels de développement du langage. Par exemple, la longueur moyenne d'énoncé entre 24 mois et 36 mois pour des enfants, elle est supérieure chez les enfants de population de milieux favorisés par rapport aux enfants de milieux défavorisés. Sous-entendu, niveau socio-économique élevé, niveau socio-économique faible. Vous avez la même chose ici, donc là c'est facile, haut niveau socio-économique, bas niveau socio-économique, et on compare le niveau de vocabulaire, et vous voyez les différences. Donc, dans certaines études, on estime que le niveau socio-économique explique 30% de la variance de certains aspects du langage, comme le lexique ou la phonologie. Donc, si je lève le premier cache, je peux donc dire que peut-être cet impact qu'a la pauvreté évaluée à partir du niveau socio-économique sur des fonctions cognitives, comme le langage, enfin en tout cas l'impact qu'il a sur le langage et les fonctions exécutives pourrait avoir un impact sur les apprentissages. On pourrait expliquer le moindre niveau d'apprentissage d'enfants de niveau socio-économique défavorisé par rapport au niveau socio-économique par cet impact sur ces fonctions-là. Ça veut dire que les autres aspects, les aspects spatiaux, les aspects cognition visuelle ou même certains aspects de la mémoire sont mieux respectés, sont mieux préservés. Là, il y a marqué lecture, langage, habileté de langage et lecture, parce que notamment la phonologie est impactée par le niveau socio-économique. Et la phonologie joue un rôle important dans la lecture. Intéressons-nous maintenant au niveau cérébral. Donc les vraies études, on va dire, neuroscientifiques, c'est-à-dire on établit un lien entre la fonction cognitive et le niveau cérébral. Donc au niveau cérébral, qu'est-ce qu'on est allé regarder? Alors ce sont des exemples choisis. Encore une fois, vous pouvez me faire la remarque, oui, mais il y a telle étude que je connais, telle étude. J'en ai pris quelques-unes parce qu'elles sont un petit peu démonstratives et qu'elles me permettent de faire passer les messages principaux. Quand on étudie le cerveau, on peut regarder déjà la structure du cerveau. Quand on regarde la structure du cerveau, on peut regarder un volume et on peut regarder une surface. Et c'est très intéressant de croiser les études pour voir si elles aboutissent au même résultat. Donc là, ce que vous avez devant les yeux, c'est
une première étude, celle de Hanson, qui est une étude longitudinale des enfants entre 5 ans entre 5 mois et 3-4 ans sont scannés régulièrement. C'est-à-dire qu'on fait de l'imagerie cérébrale à ces enfants plusieurs fois. Ils ont au minimum 3 scans pour pouvoir regarder longitudinalement l'évolution du volume de substances grises. Et on constate que si tous les enfants partent à peu près du même niveau, il n'y a pas de différence entre les courbes bleues, vertes et rouges au départ. Moi, je les vois dans cette couleur, j'espère que vous le voyez de la même couleur que moi. En réalité, quand on s'éloigne des premiers mois du développement, on constate que les enfants élevés dans les hauts niveaux socio-économiques ont des volumes de substances grises plus importants. Donc, c'est volume au sens large de toute la substance grise qui est représentée sur les schémas en haut, que les enfants au bas niveau socio-économique. On a même individualisé un niveau moyen. Et vous voyez, et il y a une sorte de corrélation positive. Au plus je suis élevé en niveau socio-économique, au plus mon volume de substances grises est important. Ce qui n'est pas montré sur cette photo de l'étude de Hanson, c'est que ça concerne particulièrement, et j'y reviendrai, les régions pariétales, là, ici, et les régions frontales, dans cette étude. Là, vous avez une autre étude, qui n'est pas des mêmes auteurs, qui est l'étude de Noble en 2015, qui montre qu'il y a une corrélation positive avec la surface. Donc là, c'est plus le volume, c'est la surface. Donc ça veut dire qu'on prend en compte l'ensemble des plissements du cerveau et on regarde l'importance de la surface cérébrale en fonction, ici l'indicateur c'était le niveau d'éducation des parents et on constate une corrélation positive dans les régions frontales, temporales et pariétales qui sont les principales régions. Donc, vous voyez que l'impact n'est pas le même selon les régions et en termes de structure et de surface, on a notamment les régions frontales, temporales qui reviennent. Alors, effectivement, si on va cibler plus sur ces régions-là, on peut être encore plus précis. Donc là, je mets juste en garde sur le fait que tout à l'heure, ces études-là, ces premières études que je vous ai présentées pour la surface, c'est sur des populations de pratiquement entre 100 et 1000 enfants. L'étude de Noble, c'est sur 1000 enfants, et l'étude de Hanson, c'est sur 77 enfants. Là, c'est des études, vous voyez, à effectifs plus réduits, donc forcément, elles ont des portées moins importantes, puisque l'échantillon de la population est moins important, moins représentatif, mais néanmoins, elles montrent deux choses. Elles montrent qu'effectivement, au niveau structurel, donc là, les auteurs ont regardé à nouveau le volume de substances grises au niveau des régions frontales inférieures gauche et le volume de substances blanches, donc des câbles. Et on voit que ce sont des régions qui sont d'autant mieux câblées et d'autant plus larges en surface, en volume de substances grises, que le niveau socio-économique est élevé. Voilà, donc en gros, on fait un focus un petit peu plus précis sur des régions qui nous avaient paru importantes. Or, c'est des régions, et vous commencez à me voir venir, qui sont très impliquées dans le langage, la région frontale inférieure gauche. Et là, c'est une étude de l'équipe de Franck Ramu à Paris que vous connaissez, donc il a beaucoup travaillé évidemment sur la dyslexie, mais pas que, et qui a regardé le volume hippocampique en fonction du niveau socio-économique, et on voit que l'hippocampe, et là aussi le volume de l'hippocampe est corrélé au niveau socio-économique, sur une étude de 23 enfants. Donc on voit bien que certaines régions sont plus concernées que d'autres. Encore une fois, vous retenez notamment les régions au niveau de l'hippocampe, les régions au niveau frontal. Voilà. Donc ça, c'était la structure. C'était des études en imagerie cérébrale qui s'intéressaient plutôt au niveau structurel. Mais on peut aussi étudier le niveau fonctionnel. Alors, au niveau fonctionnel, cette étude-là de Reizada, je reviens juste sur la diapo d'avant, vous voyez, c'est les mêmes auteurs, hein, c'est la même étude. En fait, dans le même papier, il y avait une étude structurelle et fonctionnelle. Je les ai séparés pour vous faire comprendre qu'il y avait deux types d'études, fonctionnelles et structurelles, mais sur une même population, on peut faire les deux types d'études. Ça veut dire quoi? Certes, ils ont mesuré des volumes, mais ils ont aussi regardé des niveaux d'activation que lorsqu'on faisait faire à des enfants,
de 5 à 6 ans, donc de jeunes enfants, des tâches de jugement de rime. Alors les tâches de jugement de rime, c'est par excellence une tâche chez un prélecteur qui va évaluer les compétences phonologiques. Alors ces compétences phonologiques, elles mettent plutôt en jeu l'hémisphère gauche, et on s'attend à ce que les enfants soient d'autant plus à l'aise dans ces tâches que leur niveau d'activation soit élevé au niveau frontal inférieur gauche. Et là, ce qui se sont intéressés, mais il y a toujours une activation de l'hémisphère droit aussi dans les tâches de langage. Et donc, ils se sont intéressés au niveau d'asymétrie, donc ce qu'on appelle le gradient d'asymétrie entre la droite et la gauche. En gros, au plus je suis activé à gauche par rapport à droite, au plus mon cerveau est spécialisé, normalement, au meilleur je suis en termes de langage. Et on voit que c'est corrélé au niveau socio-économique. Donc ça veut dire que dans les niveaux socio-économiques élevés, la spécialisation hémisphérique pour l'hémisphère droit, donc on peut penser l'efficience pour traiter le langage, est de meilleur niveau. L'étude à côté est intéressante parce qu'elle dit en gros, c'est pour apporter un peu du positif dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent comme des points négatifs. C'est pour vous montrer que parfois, les réseaux qui se constituent sont influencés par la pauvreté, mais peuvent être efficaces. Là, on a regardé 48 enfants entre 9 ans et 12 ans et leur a fait faire une tâche de soustraction et on a regardé quelle était la connectivité, avec quelle région étaient plus particulièrement connectées, ou étaient plus sollicitées, si vous voulez, les régions qui permettaient de réaliser cette tâche. Mais on a regardé les enfants performants dans les deux groupes, c'est-à-dire le groupe à un bas niveau socio-économique et à haut niveau socio-économique. Il y a des enfants qui arrivent, malgré un faible niveau socio-économique, arrivent évidemment ont une bonne réussite aux tâches de soustraction, et on a regardé si finalement l'organisation cérébrale était la même que les enfants qui avaient un haut niveau socio-économique. Et bien ce n'est pas la même, c'est-à-dire en gros qu'ils y arrivent par d'autres voies détournées, en quelque sorte, puisque les enfants de haut niveau socio-économique vont plutôt, alors quand je dis les enfants, c'est les familles dans lesquelles vivent les enfants, excusez ce raccourci que je fais quand je m'exprime sur le niveau socio-économique, mais quand je parle des enfants, c'est évidemment pas le niveau socio-économique des enfants, mais des familles dans lesquelles ils vivent. C'est plutôt le langage, les aires du langage qui sont connectées, quand on réalise, plus connectées aux aires des mathématiques quand ils réalisent une tâche de soustraction, alors que les enfants font appel plus aux régions, les enfants qui sont dans un milieu de faible niveau socio-économique, plus les régions finalement pariétales. Donc, vous voyez que l'influence de la pauvreté sur le développement cérébral peut aboutir à des connexions différentes. Dernière étude que je voulais vous montrer, donc encore une fois, c'est des choix, c'est choix de certains types d'études, mais qui me semblent parlantes. C'est une étude qui s'est intéressée plus au contrôle finalement, parce que je vous ai parlé de contrôle émotionnel, donc le phénomène de la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle met notamment en jeu les régions préfrontales, donc ce qu'on appelle le cortex dorso-latéral et ventro-latéral, qui est connecté à une structure interne du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui traite les émotions, et en particulier la peur. Finalement, quand il y a du stress, on a peur, et le cortex frontal, il est là pour un petit peu réguler la réponse de l'amygdale à des situations de stress. Donc, cette étude, elle est intéressante parce que c'est une étude en imagerie fonctionnelle sur 49 enfants qui ont été suivis de l'âge de 9 ans à l'âge adulte, jusqu'à 24 ans. Et c'est à l'âge de 24 ans qu'on a fait l'imagerie fonctionnelle. On a évalué le niveau socio-économique, on avait les infos, puisque c'est une étude longitudinale, des enfants et donc de la famille dans laquelle ils étaient élevés, le niveau socio-économique à 9 ans. On a celui à 24 ans, peut-être qu'ils s'en sont bien sortis, que du coup ces enfants vivent toujours dans des familles qui s'en sont sortis, ou alors ils ont pris leur autonomie, ils ont un bon niveau socio-économique, j'en sais rien. Le niveau socio-économique peut changer, on peut sortir de la pauvreté évidemment, heureusement. Ils ont fait faire une tâche de contrôle émotionnel et ils ont suivi longitudinalement ces enfants, puisque de l'âge de 9 ans à 24 ans, en mesurant régulièrement le niveau de stress par des échelles classiques de stress,
à 9 ans, 13 ans et 7 ans. Quelle est la principale conclusion de cette étude? C'est que le niveau socio-économique influence l'activation cérébrale des régions impliquées dans la régulation émotionnelle, puisqu'il y a moins d'activation des régions préfrontales et plus d'activation de la région amygdalienne chez les enfants qui étaient dans une situation de faible niveau socio-économique à l'âge de 9 ans. Il n'y a pas de corrélation avec le niveau socio-économique à l'âge de 24 ans. Donc le facteur explicatif, et on le voit en bas à droite dans le rectangle, c'est le niveau socio-économique, là c'était le niveau d'income, donc de revenus des parents, qui implique le niveau d'activation qui est corrélé au niveau d'activation du cortex préfrontal à 24 ans. Et cette étude, je la mets là parce qu'elle s'est intéressée à ce qu'on appelle un médiateur, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que, bon, il y avait bien une corrélation, mais que cette corrélation était en partie expliquée par le niveau de stress. Donc c'est ce qu'on appelle un médiateur, c'est-à-dire qu'en fait, une partie de l'explication, c'est le niveau socio-économique est faible, vraisemblablement les enfants sont exposés à un stress plus important, et c'est ce stress plus important qui explique la moindre activation au niveau des régions préfrontales et la plus grande activation au niveau de la région amygdalienne. Donc, ceci me permet de revenir sur ma diapositive fil rouge de la soirée, qui est celle de comprendre les liens entre pauvreté et niveau de développement et d'apprentissage. On a vu quoi jusqu'à présent? On a vu que les fonctions cognitives, surtout impliquées, étaient les fonctions exécutives, celles qui dépendaient des régions frontales et préfrontales, et le langage, que c'était sous-tendu au niveau cérébral par des modifications que je vous ai montrées dans les aires du langage, en particulier la frontale inférieure gauche, dans les régions hippocampiques, et pour la régulation émotionnelle et éventuellement les fonctions exécutives, l'amygdale et le cortex préfrontal. Donc, les mécanismes biologiques, je ne vais pas y revenir. Je vous ai dit, l'environnement, il agit de différentes façons, soit directement, soit par interaction, soit de façon épigénétique, soit en modifiant l'homéostasie hormonale. Et donc, quels sont les facteurs qui sont les médiateurs de cette flèche? Eh bien, je vous en ai déjà cité un, c'est le stress, et on va y revenir. Et puis, je vais vous en citer un deuxième, parce qu'aujourd'hui, on a identifié, on va dire, 3 ou 4 facteurs principaux, dont 2 essentiels, qui sont le stress et la pauvreté cognitive des familles pauvres. Alors, je reviens là-dessus. Donc, le stress, dans la littérature anglo-saxonne, c'est le Family Stress Model, mais peu importe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pauvreté est à l'origine de stress. Et donc ça, on l'a étudié. Comment? En mesurant le niveau notamment de cortisol chez les enfants. C'est facile, ça se fait par prélèvement salivaire. Et en montrant que le niveau de cortisol des enfants en milieu socio-économique faible était plus élevé que les enfants en niveau socio-économique élevé. Alors, on a ensuite réfléchi à quels étaient l'impact du stress au niveau neurobiologique. Alors, il y en a un qu'on connaît, c'est que le stress chronique, c'est-à-dire être exposé de manière répétitive à un stress, allait modifier la régulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire et surrénalien par le biais du rétrocontrôle. C'est-à-dire, normalement, quand on libère du cortisol, il y a un rétrocontrôle qui se produit au niveau, sur les récepteurs au glucocorticoïdes au niveau hypothalamique. Ben, ce rétrocontrôle, il est altéré par le stress chronique, ce qui fait qu'on en arrive à un taux circulant de cortisol plus élevé. Et on pense que ce taux de cortisol plus élevé va impacter le développement cérébral dans les premières années de vie, évidemment. Le deuxième chose importante également, c'est qu'on a montré à partir de modèles murins, donc là c'est plus sur des modèles animaux, que le fait d'être exposé précocement dans le développement au stress allait avoir des conséquences épigénétiques. Ça veut dire que le stress allait modifier l'expression de certains gènes. Parmi les gènes, vous avez les gènes qui régulent les récepteurs aux glucocorticoïdes. Donc ça y est, on a un lien. Si je suis exposé au stress de façon chronique et précoce,
là, je fous en l'air le fonctionnement du rétrocontrôle et il y a trop de cortisol qui circule. Que ça a impacté des gènes qui codaient pour des transporteurs de la sérotonine, bon, là, je n'en parle pas ce soir, et aussi sur des facteurs comme des facteurs de croissance, ce qu'on appelle le BDNF, qui est un facteur de croissance du système nerveux. Et là, on revient à ce qu'on a expliqué depuis le début, la pauvreté peut avoir un impact sur le développement cérébral, notamment par des impacts épigénétiques, en modifiant l'expression de gènes qui sont impliqués dans soit la régulation des récepteurs aux glucocorticoïdes, soit dans des facteurs de croissance cérébrale. Et là, à droite, l'étude de Hanson, que j'ai déjà citée comme auteur au début, est intéressante parce que vous allez me dire, donc je devance vos questions, mais le stress, il n'y a pas que dans la pauvreté qu'il y a du stress. Ben oui, il y a une situation que je connais particulièrement bien, c'est la maltraitance. Et dans la maltraitance, on sait que c'est un des facteurs qui explique pourquoi le développement cérébral peut être impacté. Et donc là, ces auteurs, ils ont comparé le volume de l'amygdale, le volume de l'hippocampe dans des groupes d'enfants qui avaient soit une situation de pauvreté familiale, low socio-economic status, voilà, ou alors des enfants qui étaient exposés à des négligences précoces ou à des abus physiques, des violences physiques. Et on voit qu'il y a un impact équivalent, entre guillemets, c'est-à-dire que là, c'est les sujets contrôle, ils vont plutôt vers le haut, le volume est plus important, et là, ça va plutôt vers le bas, le volume est moins important de ces structures cérébrales. Donc, on voit bien que en situation de stress, on a un impact sur des structures cérébrales qui vont être impliquées dans la régulation émotionnelle ou qui vont être impliquées dans le langage. Le deuxième que vous connaissez bien, je pense, c'est le fait que quand on est en milieu défavorisé, on a un environnement linguistique à la maison, donc dans lequel l'enfant est élevé, qui est différent des milieux de niveau socio-économique élevé. Alors, on a montré ça par rapport au langage. Le vocabulaire et la syntaxe des parents de niveau socio-économique élevé et de meilleure qualité que ceux de parents de niveau socio-économique plus faible. On a montré ça au niveau du langage. Donc, le langage des parents, il y a certains domaines qui sont impactés. Le niveau de langage adressé à l'enfant est impacté. Donc, les parents d'enfants qui sont en situation de pauvreté s'adressent moins à leur enfant que les enfants élevés dans des milieux socio-économiques élevés, notamment par l'utilisation des gestes. Et ensuite, vous le savez, hein, l'environnement littéraire à la maison, qui est un support important de transmission du langage, soit en racontant des histoires à partir de livres, soit en mettant l'enfant au contact des livres, est moindre quand on est évidemment au niveau socio-économique faible. Il n'y a pas beaucoup de livres à la maison. Et donc, ces études se sont intéressées, ont confirmé cela, et se sont intéressées aux médiateurs qui pouvaient influencer le niveau de vocabulaire des enfants. Donc, en gros, la pauvreté influence le niveau de vocabulaire des enfants, je vous l'ai dit. Et ce que je vous rajoute, c'est que parmi les médiateurs qui ont été montrés, il y a le fait d'avoir moins de gestes produits de la part des parents en interaction avec leur enfant dans les milieux défavorisés par rapport aux milieux favorisés, qui vont impacter le niveau de gestes produits par l'enfant et donc ensuite le niveau de vocabulaire de l'enfant. Et il y a aussi le langage dirigé vers l'enfant, quand on s'adresse plus à son enfant, on augmente d'une manière globale sa capacité à traiter du langage. C'est cette étude-là. Et cette proficience plus élevée, cette capacité plus importante pour traiter du langage, c'est une qualité qui permet aux enfants d'avoir un vocabulaire de niveau plus élevé. Donc, si vous avez suivi toujours, et j'approche de là. Ah, malheureusement, j'ai perdu la capacité à faire avancer le diapo. Je ne sais pas si vous... Mes diapos ne défilent plus là. Ah, ça y est. Donc, si vous avez suivi, je peux revenir maintenant et enlever tous mes caches pour vous dire, voilà, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que les neurosciences ont participé à l'élaboration d'un modèle explicatif de comment la pauvreté pouvait influencer
le développement des enfants au niveau cognitif, langage, fonction exécutive, au niveau structurel et fonctionnel, dans certaines régions cérébrales, je vous ai parlé des aires du langage, des aires de la régulation émotionnelle, de la mémoire, avec des changements qui sont possibles par notamment, je vous ai montré, par le biais de modification de l'homéostasie hormonale, en particulier l'axe hypothalamo-hypophysaire et surrénalien pour la sécrétion du cortisol, mais je vous ai parlé aussi de modifications épigénétiques, et je vous ai dit finalement qu'il y avait à la fois la déprivation matérielle dans laquelle étaient ces enfants et les facteurs de stress. Alors il y a deux facteurs dont je n'ai pas parlé, parce que ce serait trop long, et puis j'ai choisi de ne pas en parler, mais qui participent. C'est que quand on est pauvre, on a aussi des facteurs nutritionnels qui participent, et on sait que des facteurs biologiques nutritionnels participent au développement cérébral, il ne faut pas les négliger, et on a des risques, d'être exposé à des facteurs toxiques, notamment, là, il parle du plomb, on sait que dans les milieux socio-économiques, on filme plus que dans les hauts niveaux socio-économiques, et donc il y a le tabac qui joue aussi un rôle, et qui peuvent participer à ces, voilà, si on veut, je dirais, la chaîne causale complète. Alors, je terminerai par les moyens d'action. Finalement, si vous avez compris, je dirais, mon exposé, et donc je reviens sur ce que là, vous avez, vous voyez, l'équipe de Brito et Noble, qui sont des auteurs que j'ai cités 2 ou 3 fois, redisent la même chose sous une autre façon. C'est-à-dire que la chaîne causale, là, elle est dite, voilà, le niveau socio-économique influence l'environnement linguistique et les facteurs de stress, et que ces facteurs de stress et cet environnement linguistique impliquent les régions cérébrales qui sous-tendent le langage, la mémoire, le contrôle émotionnel et les fonctions exécutives. Donc là, j'ai tout dit, c'est le résumé. Si vous retenez, c'est encadré au centre, vous avez tout compris. Et là, je dis, ben voilà, on peut avoir des modes d'action sur la pauvreté et éviter les conséquences au niveau cérébral de différentes façons. On peut augmenter le niveau socio-économique, on peut apporter de l'argent aux personnes, donc ben, c'est résoudre la pauvreté en faisant en sorte que le niveau de salaire des personnes soit plus élevé. Alors il y a des études qui sont intéressées à ça, qui montrent que si l'on donne 1000 $ par an de plus pendant 2 à 5 ans à des personnes en situation de pauvreté, on va avoir un impact sur le développement cognitif des enfants, mais il est modéré puisqu'on gagne 1 point de quotient intellectuel. Donc finalement, les politiques publiques ne vont pas trop dans cette direction parce que se disent, bon, finalement, on peut mettre beaucoup de moyens et avoir un impact finalement qui n'est pas si important que ça. En tout cas, c'est ce que défendent certains. Je ne dis pas que je suis dans ce domaine-là, mais moi, je ne fais pas de la politique, là. Je vous dis simplement, voilà, on peut regarder à ça, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui ont montré ça. Et on peut impacter sur le stress, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des groupes finalement d'habileté parentale, de la gestion du stress, faire du renforcement auprès des parents pour lutter à des situations de stress. Et on sait que ces programmes de psychoéducation par rapport au stress peuvent avoir une influence. Mais là aussi, elles sont dites modérées. Ce qu'on a montré, et ce qui est le plus convaincant à ce jour, en tout cas à ce jour, c'est que si on agit sur l'environnement linguistique, par des programmes, on va avoir des impacts qui sont assez intéressants, pour ne pas dire assez spectaculaires. Et donc, notamment, je cite cette étude de Ban, qui, en 2016, qui est parue dans Pediatrics, comparait les effets d'un programme qui s'est étendu entre l'âge de 1 mois de l'enfant à ses 3 ans, avec des enfants qui ont été évalués régulièrement par des échelles de développement validées à 12, 24 et 36 mois, et donc en constituant 2 groupes d'enfants qui ont été pris dans des pays où la pauvreté est fréquente. Donc il y avait l'Inde, si je me souviens bien, mais je regarde mes notes parce que à chaque fois j'oublie. Je sais qu'il y avait le Pakistan, il y avait l'Inde, et je ne retrouve plus mes notes, mais peu importe. Il y avait un 3e pays. Donc, dans des pays de faible niveau socio-économique, enfin, en tout cas, des pays dits sous-développés par rapport aux pays occidentaux. Donc, il y avait un pays d'Afrique, je crois que c'était en Tanzanie, voilà, c'était ça. C'était Pakistan, Tanzanie et Inde.
Et les enfants, donc il y avait des groupes d'enfants qui étaient constitués. Certains étaient dans des familles à haut niveau socio-économique, d'autres dans faible niveau socio-économique. Et on a regardé leur niveau de développement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un essai placebo en contrôlé. Donc, c'est quand même un haut niveau de preuve à ce niveau-là, avec des groupes conséquents. Et qui, le placebo, entre guillemets, ce n'était pas un placebo, c'était le programme contrôle, était un programme de psychoéducation sur la nutrition, l'alimentation, les vaccinations et l'hygiène. Et les autres programmes étaient par contre sur le langage, sur la motricité. Et donc, c'était une personne qui venait 2 fois par semaine à la maison, de l'âge de 1 mois à l'âge de 3 ans, accompagner les parents sur un programme standardisé. Et donc, c'était un lourd programme qui a montré son efficacité, puisque bon, les enfants qui étaient de milieux favorisés ont évolué à leur rythme, avec à 3 ans, vous voyez, un niveau au Bayley de 102 et 103 pour les, 101 pour les 2 groupes, celui qui a reçu le contrôle et celui qui a reçu l'intervention. Dans les milieux défavorisés, on voit qu'on est parti de beaucoup plus bas. Il y avait déjà plusieurs points au Bayley d'écart, au moins 5 points d'écart. Donc il y avait une différence significative au départ. Et on voit que cette différence significative, elle s'est creusée, ou en tout cas elle s'est maintenue sur ceux qui ont reçu l'intervention contrôle. Par contre, ceux qui ont reçu l'intervention axée sur les fonctions cognitives, on voit qu'ils ont progressé, qu'ils ont rejoint les hauts niveaux socio-économiques. Donc ça, c'est la note d'espoir, c'est qu'effectivement, si on agit tôt, dès l'âge de 1 mois, vous voyez qu'on peut intervenir, on peut changer le cours des choses. Alors, la diapositive de conclusion, c'est une phrase d'une psychiatre nord-américaine que je trouve très juste, qui dit finalement, le cerveau, c'est quand même le support de la cognition et des émotions, et ça, c'est ce qui fait la base, finalement, le fondement de nos civilisations. Donc, sans doute, prendre en charge le plus tôt possible pour protéger le développement du cerveau de nos enfants est la chose la plus importante qui soit pour une société. Donc, avoir conscience que la pauvreté a des conséquences sur le développement cérébral, ça permet aussi de dire à nos politiques, voilà, nous les scientifiques, nous les médecins, nous les non-médecins, mais qui s'occupent d'enfants qui ont des problèmes de développement, parmi les différents facteurs qui expliquent les troubles du neurodéveloppement, il y a certes la maltraitance, il y a certes, bien sûr, les facteurs génétiques, mais il y a aussi des facteurs environnementaux, dont la pauvreté, pour lesquels on peut agir si on envisage des politiques audacieuses de résoudre ce problème de la pauvreté qui aujourd'hui n'est pas résolu, au contraire, elle a plutôt tendance à augmenter. Voilà. Donc je vous ai rappelé que la pauvreté... Ah, j'ai tout perdu là. Si, je suis toujours là. On t'entend. On m'entend. Alors pour vous voir comment je fais, parce que du coup je vois plus personne. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. J'espère que oui. Oui, c'est très bien, merci. 1 Merci, heure. Yves. Ça laisse la place aux questions, je pense. C'est parfait. Et je vais me mettre en grand, voilà. Et là, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Rien. Attendez, je bidouille 2 minutes pour essayer de... J'arrête l'enregistrement Voilà. pour que tout le monde puisse poser des questions. Voilà, ça y est, j'y suis.